Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 93. Et dans cette chronique, je vais tenter de vous expliquer quelles sont les notions juridiques, quels sont les éléments qui ont été pris et les initiatives de cette coopération qu'on appelle effectivement soit le pacte, soit le groupe, ou soit la déclaration, selon son origine. Alors effectivement, dans un audio précédent, j'avais effectué un bref historique du pourquoi, du comment, le pacte de Visegrad, sur quel appui et sur quelle assise historique cela avait été, je dirais, établi. Là, par contre, je vais essayer de définir les pourtours du pacte de Visegrad ou de la déclaration de Visegrad, qui aujourd'hui est devenu un groupe de nations. Et c'est important de le préciser. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en définitive, ce groupe s'illustre comme étant différentes nations ayant le souci d'appartenir à l'Europe, certes, mais ne s'alignant pas sur tous les objectifs, y compris les objectifs mortifères de l'Europe du Nord. Premièrement, soucieux de garantir une certaine morale dans la société, et d'autre part, de garantir également l'identité d'une façon objective de leurs différentes nations respectives. Ensuite, pour bien comprendre, il faut savoir que cette déclaration a été faite en 1991 sur la coopération entre la République fédérative tchèque, la Slovaquie, la République de Pologne, la République de Hongrie, et la volonté d'une intégration dans l'Europe du Nord. Ceci étant, cette réunion, qui a été effectivement présente et mise en place à Bratislava, en présence des présidents, du Premier ministre, des ministres des Affaires étrangères et des membres du Parlement, de la République fédérative tchèque, slovaque, de la République de Pologne et de la République de Hongrie, a entamé un processus et la coopération culturelle de ces pays dans la situation, je dirais, modifiée, qui ont singularité en Europe centrale. Alors, ces pays ont des similitudes historiques et engagent effectivement une situation pour permettre d'avoir un objectif développé, déterminé, pour que ces trois pays, puisque maintenant ils sont au nombre de 4, aient ce qu'on appelle des objectifs fondamentaux ou fondateurs convergents. Premièrement, ils ont pour conception la pleine restitution de l'indépendance de l'État et de la démocratie et même des libertés. Leur conception, effectivement, dans le domaine social, est une forme, je dirais, de préservation des aspects de la dimension sociale, économique et spirituelle dans leur nation. Ensuite, nous avons la construction d'une démocratie parlementaire, d'un état de droit moderne en devenir, le respect des droits de l'homme et des libertés. Cette volonté également dans le domaine économique de créer ce que j'appelle une économie dynamique, ce qu'on pourrait qualifier comme étant un marché moderne, et la pleine, bien entendu, implication dans le système, je dirais, politique et économique européen, ainsi que le système de sécurité et de législation. Alors cela, bien entendu, c'est pour la partie juridique,
la partie institutionnelle et économique, voire politique. Maintenant, comment ces objectifs ont fait que pendant que nous faisons passer la loi Chiappa, et Dieu sait que sur le consentement des mineurs à avoir des relations sexuelles, comment ce groupe qui accepte l'Europe, mais pas sa moralité, fait qu'aujourd'hui, ils sont devenus un petit peu la bête noire ou les pestiférés, je dirais, de l'Europe du Nord. N'oublions pas qu'ils ont un concept de préservation des objectifs de l'identité, ainsi que, je dirais, une certaine forme de similitude des moyens de les atteindre dans de nombreux domaines, qui imposent, je dirais, des tâches identiques dans les 3 pays voisins, même si aujourd'hui ils sont au nombre de 4. La coordination des efforts dans le respect des particularités nationales, qui est un élément fondamental, qui augmente, je dirais, les chances d'atteindre les objectifs souhaités et rapproche la réalisation de leurs objectifs. Prenant le cas échéant, dimension d'une base favorable pour un développement intensif de la coopération qui est assuré par le caractère similaire des changements significatifs, je dirais, qui se produisent dans ces pays. Leur système traditionnel de contact mutuel, leur héritage culturel et spirituel, leurs racines communes dans les traditions religieuses, les cultures diverses et riches de ces nations incarnent également les valeurs fondamentales des réalisations de la pensée européenne. Également, la volonté de préserver une dimension sociale pour ces différentes nations. Notons que les influences spirituelles, culturelles et économiques mutuelles exercées sur une longue période, résultant de la proximité, pourraient favoriser une coopération fondée sur le développement historique naturel. C'est une des raisons pourquoi, aujourd'hui, le groupe de Visegrad se tourne vers la Russie de Poutine pour des questions de dimension spirituelle et morale. La coopération des nations et des communautés civiles de ces différents pays appartenant à ce groupe est essentielle à la création conjointe de conditions je dirais, qui contribueront dans chacun des pays au développement d'un système social démocratique fondé sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans un cadre national, avec des frontières établies. La liberté des entreprises économiques, état de droit, tolérance, tradition spirituelle et culturelle et respect des valeurs morales. Et c'est en cela qu'effectivement, ils sont devenus un petit peu les pestiférés de l'Europe. Car l'Europe a pris une orientation, une nouvelle voie, est en train d'aujourd'hui, l'Europe du Nord est en train d'annihiler, voire de détruire ce qui avait constitué finalement au fond une certaine idée pérenne pour X est égal à une inconnue, où là je rejoins certains finalement au fond la pensée de l'école, n'ayons pas peur de le dire, mais l'école de Francfort est devenue une sorte de leitmotiv laborantine dans la pensée de ceux qui aujourd'hui ont l'idée de défaire les lois passées qui nous protégeaient vers des lois complètement mortifères. Et c'est en cela que le groupe de Visegrad ne veut pas adhérer. Et la conséquence, bien entendu, qu'ils sont considérés comme d'extrême droite, étant donné qu'ils ne vont pas dans, je dirais, dans le sens de la doxa définie par les différents pays du Nord, à plus forte raison particulièrement les gouvernants et les autorités. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les signataires de la déclaration respectent le droit de toutes les autres nations à exprimer leur propre identité. Ils soulignent que les minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques, conformément aux valeurs européennes traditionnelles,
et en harmonie avec les documents internationaux, les traités relatifs aux droits de l'homme, doivent pouvoir jouir de tous les droits politiques, socio-économiques, culturels, sans exclure bien entendu l'éducation. Et l'éducation passe par la reconnaissance effectivement de ces états de droit. Donc point de place pour des états dans l'état, des individus voulant effectivement aller à l'encontre, je dirais, de l'ensemble des citoyens de ces pays pour imposer quelconque orientation différente. Alors dans l'Europe unifiée, à laquelle les trois pays souhaitent contribuer activement, il est possible de maintenir la culture et le caractère national tout en réalisant pleinement le système universel des valeurs humaines. L'accomplissement, je dirais, systématique de l'idée de la société civile est une question, je dirais, clé du développement spirituel et matériel de la région d'Europe centrale, et une condition indispensable pour établir une coopération mutuelle bénéfique avec des pays développés et des institutions européennes. Alors même si effectivement ils ont la notion de s'appuyer sur des valeurs humaines universelles en tant qu'élément le plus important du patrimoine européen et bien entendu des identités nationales propres devant servir de base de développement d'une société de personnes coopérant de manière harmonieuse, tolérante des unes des autres. Sans oublier, bien entendu, que tous ces individus-là respectent l'idée générale que ces nations ont une souveraineté et le peuple a une volonté de traduire ce que le gouvernement mettra en place. Bien entendu, ce qui fait défaut et qui conditionne leur orientation, c'est la conception de la famille, qui sont diamétralement opposées avec la conception, entre guillemets, des pays de l'Europe du Nord, en tout cas, dans le cas d'espèce, qu'on constate aujourd'hui. Ils ont une considération, je dirais, sur les communautés nationales, exempte, je dirais, de haine. Le patriotisme est un élément fondamental, voire même un élément, je dirais, constructif, à ne pas confondre avec le nationalisme et la xénophobie, qui pourrait être animé de façon régionale, suscitant des conflits locaux. Et ces États signataires sont convaincus, compte tenu des défis politiques, économiques et sociaux qui les attendent et leurs efforts de renouveau fondés sur les principes de la démocratie, leur coopération constitue une étape importante sur la voie de l'intégration européenne générale. Je dirais même qu'ils sont le dernier îlot de l'Europe du Nord qui puisse garantir encore une stabilité morale dans ces régions qui aujourd'hui ont abandonné, comme on dit, la notion pérenne de l'histoire qui leur a permis d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, conformément aux intérêts des pays concernés, ils harmonisent leurs activités pour façonner la coopération et établir des contacts étroits avec les institutions européennes, tout en étant critiques et en garantissant aussi une certaine forme d'indépendance si à tel ou tel moment la Commission européenne décidait des orientations qui seraient contraires à leurs intérêts. Et c'est là où ils se consulteront régulièrement sur les questions de leur sécurité, le cas d'espèce problématique où ils refusent effectivement les réfugiés. N'oublions pas que ce sont des pays qui sont assez neufs. Et surtout, ils s'efforceront d'avoir des relations libres entre les citoyens et les institutions, les églises et les organisations sociales. Bien entendu, tout cela souscrit afin de soutenir la libre circulation de la main-d'œuvre et des capitaux. Il développe une coopération économique fondée sur les principes d'un marché libre, mais respectant les règles du patriotisme économique et social, et du commerce et des biens et des services mutuellement avantageux. Alors il s'efforce en outre de créer des conditions favorables à la coopération directe des entreprises et des investissements en capitaux étrangers visant à améliorer l'efficacité économique. Ils se concentreront,
je dirais également sur le développement des infrastructures de communication, donc ce qui concerne les liaisons entre je dirais, les trois pays et avec les autres parties de l'Europe, principalement dans la direction nord-sud, et coordonneront, je dirais, le développement de leur réseau électrique de télécommunications. D'autre part, ils intensifieront leur coopération dans le domaine de l'écologie, créant également des conditions favorables de la libre circulation de l'information, de la presse et des valeurs culturelles, si dans la mesure, effectivement, cela ne nuit pas à leur intérêt commun. Développer conjointement une coopération multilatérale pour assurer des conditions optimales à la pleine, je dirais, réalisation des droits des minorités nationales vivant sur le territoire de leur pays. Ils soutiendront une coopération mutuelle avantageuse des administrations autonomes locales intéressées pour leur pays et d'établissements de contacts sous-régionaux. Alors, les signataires de cette déclaration affirment que leur coopération n'interférera pas, bien entendu, ni ne restreindra, je dirais, leurs relations avec d'autres pays, et qu'elle ne sera pas dirigée contre les intérêts d'une autre partie. C'est un cas d'espèce que la coopération des signataires se fera par le biais de réunions, de consultations tenues à différents niveaux et sous différentes formes. Cette déclaration, effectivement, a été, je dirais, mise en place le 15 février 1991, et aujourd'hui on est à une évolution puisque d'autres facteurs majeurs de la scène internationale sont venus bousculer cette coopération afin de prendre des mesures que l'Europe n'est pas enclin de pouvoir faire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je voulais vous expliquer un petit peu grosso modo ce qu'était effectivement le groupe de Visegrad dans ce que j'appelle sa forme juridique, économique et politique et théorique. Voilà, je pense que, enfin, j'espère que j'ai pu répondre à certaines questions, certaines interrogations, et je vous dis à la prochaine chronique. Merci.